Il y a un chauffeur de taxi à Tokyo qui conduit la même Toyota Crown depuis 22 ans. 800 000 km, le même moteur, jamais refait. Un journaliste japonais lui a posé une question très simple. Combien tu dépenses en carburant par rapport à tes collègues qui conduisent la même voiture, dans la même ville, avec les mêmes horaires? Sa réponse a fait le tour des forums automobiles au Japon, entre 25 et 30% de moins. Pas 5%, pas 10%, 30% de moins. 30% sur 22 ans, tu te rends compte de ce que ça représente. Et le plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas le chiffre. Le plus troublant, c'est qu'il n'a rien fait de spécial sur sa voiture. Pas de modification, pas de carburant miracle, pas de boîtier magique que tu branches sur la prise diagnostique. Rien. Juste cette habitude qu'il applique tous les jours depuis qu'il a commencé à conduire. Cette habitude que son père lui a transmise. Cette habitude que personne, en France, ne t'apprendra jamais. Parce que c'est cette habitude, si tout le monde les connaissait, il y a des stations-service qui fermeraient. Et des garages qui verraient leur chiffre d'affaires baisser du jour au lendemain. Dans cette vidéo, je vais te révéler ces 7 astuces une par une, en commençant par la numéro 7 et en finissant par la numéro 1. Et je te préviens tout de suite. La numéro 1, c'est celle qui économise le plus d'argent, c'est aussi celle que presque personne ne fait. Et c'est probablement celle que tu fais exactement à l'envers de ce qu'il faudrait. Reste jusqu'au bout. Parce que si tu appliques juste 3 de ces 7 astuces, tu vas récupérer entre 400 et 600 € par an, sans rien changer à ta voiture. Sans passer au garage, sans dépenser un centime. Avant de commencer, je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ce que je vais te raconter, ce ne sont pas des astuces de magazines féminins. Ce n'est pas du genre « gonfle tes pneus et puis débrouille-toi ». Ce sont des chiffres documentés par le Department of Energy américain, par l'ADEME en France, par des études du MIT sur le comportement des conducteurs. Et aussi par 18 ans d'expérience d'un mécanicien spécialisé dans les moteurs japonais qui a démonté des centaines de Toyota, Honda, Mazda et Nissan, et qui voit tous les jours des voitures qui consomment 2 fois plus qu'elles devraient. Tu roules en Peugeot, tu roules en Renault, tu roules en Citroën, ça marche aussi, parce que ces 7 astuces ne dépendent pas de la marque, elles dépendent de la physique, elles dépendent de la manière dont un moteur à combustion fonctionne. Et un moteur à combustion, qu'il soit japonais, français ou allemand, il obéit aux mêmes lois. Le prix du carburant en France, à l'heure où je te parle, tourne autour d'1,80 € à 1,90 € du litre pour le samplon 95, 1,75 € pour le diesel. Un conducteur français moyen parcourt 12 000 km par an. Avec une consommation réelle autour de 7 litres au 100, ça fait entre 1 500 et 1 800 € par an rien que pour avancer. 30% de ça, c'est entre 450 et 550 € chaque année. Tu les laisses à la pompe parce qu'on ne t'a jamais appris ces 7 choses. Et non, ce n'est pas la voiture. Presque jamais c'est la voiture, c'est le conducteur. Ça, c'est ce que tu vas comprendre dans les 20 prochaines minutes. On y va. Astuce numéro 7. La plupart des conducteurs font une de ces 2 erreurs le matin. Soit ils démarrent et ils partent immédiatement, pied au plancher dès les premiers mètres, soit ils démarrent et ils laissent la voiture tourner au ralenti pendant 5, 10, parfois 15 minutes pour qu'elle chauffe tranquillement. Les 2 sont des erreurs. Les 2 te coûtent de l'argent. Et les 2 sont basés sur des idées reçues qui datent des années 80, quand les voitures avaient des carburateurs. Voici ce qui se passe vraiment dans les premières minutes de démarrage. Quand tu démarres un moteur froid, l'huile est épaisse. Les pièces métalliques les sont contractées. Le calculateur moteur, ce qu'on appelle le cerveau électronique, injecte entre 20 et 30% de carburant en plus pour compenser la température. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement de mélange à froid. Et c'est normal. C'est nécessaire pour que le moteur tourne bien quand il est à froid. Le problème, c'est la durée de cet enrichissement. Si tu laisses la voiture tourner au ralenti pendant 10 minutes, tu brûles du carburant enrichi sans avancer d'1 mètre. Tu paies pour réchauffer de l'air. Littéralement. L'EPA américaine, qui a fait des mesures précises là-dessus, confirme qu'un moteur au ralenti consomme entre 1 et 2 litres par heure selon sa cylindrée. 10 minutes tous les matins, ça fait plus de 90 litres par an. Gaspillé. Pour rien. À l'autre extrême, si tu démarres et tu appuies directement, le moteur met plus de temps à atteindre sa température optimale parce que l'huile froide circule moins bien. L'enrichissement dure plus longtemps. Et en plus, tu uses ton moteur. Parce que la majorité de l'usure interne d'un moteur se produit dans les premières minutes après un démarrage à froid. La solution japonaise, elle est précise et elle est simple. Tu démarres, tu attends exactement 30 secondes, le temps que le ralenti se stabilise et que l'huile commence à circuler partout. Puis tu pars, mais tu roules doucement pendant les 3 à 5 premiers kilomètres, sans dépasser les 2500 tours, sans accélérer brutalement. Conduire en douceur, c'est ce qui réchauffe le moteur le plus vite. Pas l'attendre à l'arrêt, 30 secondes d'attente, 3 à 5 km en douceur. Après ça, tu roules normalement, ton moteur est chaud, l'enrichissement est terminé
et tu viens d'économiser entre 3 et 6% de carburant chaque jour. Fais ça pendant un an, tu as déjà récupéré 40 à 50 euros rien que sur cette astuce. Et on n'en est qu'à la numéro 7. 80% des voitures qui roulent sur les routes françaises ont au moins un pneu mal gonflé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michelin qui le dit. C'est l'ADEME qui le confirme. C'est une étude de la sécurité routière qui a testé des milliers de véhicules. Et la plupart des conducteurs ne s'en rendent absolument pas compte. Pourquoi ? Parce que le système d'alerte de pression de pneus intégré à ta voiture, ce qu'on appelle le TPMS, obligatoire dans l'Union européenne depuis 2014, il te trompe. Pas parce qu'il est défectueux, mais parce qu'il est calibré pour ne se déclencher que quand la pression descend de 25% sous la valeur recommandée. Je te traduis ce que ça veut dire concrètement. Si ton pneu est censé rouler à 2,2 bars, le voyant jaune sur ton tableau de bord ne va pas s'allumer avant que la pression tombe à 1,7 bar. Tu vas rouler pendant des semaines, ou parfois des mois, avec des pneus sous-gonflés sans voir aucune alerte. Et chaque 0,1 bar manquant sur les 4 pneus, ça représente une perte de 1% sur la consommation. Quand le voyant TPMS s'allume enfin, tu as déjà perdu environ 5% de rendement. Sur un an, c'est entre 70 et 90 litres de carburant que tu as payé pour rien. 200 € envolés, sans que personne ne te prévienne. La solution japonaise est simple. Tu vérifies la pression une fois par mois, à froid, avant de rouler. Pas après avoir fait 10 km, parce que la chaleur fait monter la pression et fausse la mesure. Le premier jour du mois, 5 minutes. Et surtout, tu ne regardes pas les chiffres imprimés sur le flanc du pneu. Ça, c'est la pression maximale que le pneu peut supporter, pas celle recommandée pour ta voiture. La bonne valeur, elle est sur une étiquette collée soit dans l'encadrement de la portière conducteur, soit à l'intérieur de la trappe à carburant, soit dans le manuel du véhicule. 2 pressions différentes sont souvent indiquées. Une pour charge normale, une pour charge maximale. Si tu roules seul ou à 2 en ville, la pression normale suffit. Si tu pars en vacances avec la voiture pleine et un coffre chargé, tu passes à la pression maximale. 5 minutes par mois, 200 € par an. Et en bonus, tes pneus durent plus longtemps, ils s'usent moins vite et ta voiture tient de mieux la route. Ces 2 premières astuces ensemble, elles peuvent déjà te faire gagner entre 8 et 10% de carburant. Mais on continue, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton moteur en ce moment même qui peut détruire ton économie sans que tu ne vois aucun signe sur le tableau de bord. Il y a 3 mois, un client est venu me voir avec sa Honda Civic de 2019. Il avait un problème précis. Sa voiture consommait presque 2 litres de plus au 100 km par rapport à quand il l'avait achetée neuve. Il avait fait la révision, il avait vérifié les bougies. Il avait même changé les injecteurs. Rien n'y faisait. Il venait me voir un peu désespéré en me disant qu'il pensait que le moteur était fichu. J'ai ouvert le capot, j'ai regardé le filtre à air. Il était noir, pas brun, pas un peu sale, noir, compressé de poussière et de résidus au point où la lumière ne passait presque plus au travers. Le propriétaire m'a avoué qu'il ne l'avait jamais changé. La voiture avait 67 000 km. Voici ce qui se passe avec un filtre à air bouché. Et c'est quelque chose que 95% des conducteurs ne comprennent pas. Le calculateur moteur de ta voiture, il ajuste le mélange carburant en fonction du débit d'air qu'il détecte à l'entrée du moteur. Quand le filtre est obstrué, le moteur reçoit moins d'air qu'il ne devrait. Le calculateur compense en injectant plus de carburant pour garder le bon rapport air-essence. Résultat, ta voiture consomme plus pour produire la même puissance. Et en plus, le moteur travaille plus dur pour aspirer cet air à travers un filtre bouché. Ça augmente la charge interne, ça augmente encore la consommation. Et ça use prématurément certaines pièces comme le papillon des gaz et la sonde de débit d'air. Le plus fou dans cette histoire, c'est le prix. Un filtre à air neuf, pour la plupart des voitures, ça coûte entre 15 et 30 € chez un fournisseur automobile. Et le changement, tu peux le faire toi-même en 5 minutes sans aucun outil spécial. Tu ouvres le boîtier en plastique sur le dessus du moteur, tu sors le vieux filtre, tu en mets un neuf, tu refermes. C'est tout. L'amélioration documentée par l'EPA sur des moteurs avec un filtre très encrassé peut atteindre 10% de consommation en moins. Dans le cas de la Honda Civic de mon client, après le changement du filtre, la consommation est redescendue de 1,7 litre au 100 km. Sur une année de 12 000 km, ça représente plus de 350 € économisés. Pour un filtre à 20 €. La règle est simple, tu changes ton filtre à air tous les 20 000 km si tu roules en ville. Tous les 30 000 si tu roules majoritairement sur route. Et si tu habites dans une zone très poussiéreuse, à la campagne sur des chemins de terre, tu peux descendre à 15 000. Pas tous les 50 000 comme certains concessionnaires te le disent. Parce que pour eux, un filtre qui encrasse ton moteur, c'est une opportunité de te vendre autre chose plus tard.
Il y a une différence fondamentale entre la façon dont conduit la majorité des automobilistes et la façon dont conduisent les personnes qui consomment le moins de carburant au monde. Cette différence, elle n'est pas dans le moteur, elle n'est pas dans la voiture, elle est dans les yeux. Des chercheurs du MIT ont mesuré l'impact du style de conduite sur la consommation de carburant. Leurs résultats sont très clairs. Une conduite agressive, avec des accélérations brusques, des freinages tardifs, des changements de fil permanents, ça réduit l'économie de carburant entre 15 et 40% selon le type de trafic. 15 à 40%, tu te rends compte, juste à cause de la façon de conduire. Sans changer une seule pièce sur la voiture, la technique japonaise porte un nom. Ils l'appellent l'anticipation active. Et elle fonctionne comme ça. Quand tu vois un feu rouge à 200 mètres, tu n'attends pas d'arriver dessus pour freiner. Tu lèves le pied de l'accélérateur tout de suite. Tu laisses la voiture rouler sur son élan. Tu arrives doucement au feu et la plupart du temps, soit il passe au vert juste avant que tu ne t'arrêtes, soit tu t'arrêtes très brièvement. Pourquoi ça marche ? Sur une voiture moderne, qu'elle soit japonaise ou française, quand tu lèves complètement le pied de l'accélérateur à vitesse de croisière, le système d'injection coupe purement et simplement l'alimentation en carburant. Zéro consommation. Littéralement zéro. La voiture avance sur son inertie sans brûler une goutte d'essence. C'est ce qu'on appelle en anglais le Deceleration Fuel Cutoff. Si au lieu de ça, tu roules pied au plancher jusqu'au feu et que tu freines brusquement, tu as brûlé du carburant jusqu'au dernier moment. Puis tu as transformé toute ton énergie cinétique en chaleur dans tes disques de frein. Cette énergie, tu l'as payée à la pompe et tu viens de la perdre dans tes freins. Le même principe s'applique dans les virages, dans les descentes, dans les ronds-points. Dès que tu vois le trafic ralentir devant toi, tu lèves le pied, tu laisses la voiture rouler, tu accélères seulement quand tu es sûr que tu en as besoin. Un conducteur qui applique l'anticipation active de manière systématique réduit sa consommation entre 10 et 20%, sans rien changer d'autre, sans aller au garage, sans dépenser un centime, juste en regardant plus loin devant lui, juste en arrêtant d'être collé au pare-choc de celui qui est devant. C'est aussi la conduite la moins fatigante, c'est la plus sûre. C'est celle qui use le moins tes freins, le moins tes pneus, le moins ton embrayage si tu es une boîte manuelle. 10 à 20%, juste avec les yeux, juste en anticipant. Et maintenant, on attaque quelque chose que tu fais probablement tous les jours et que tu fais probablement à l'envers. Si tu as déjà eu cette discussion dans une voiture, on coupe la clim et on ouvre les fenêtres pour économiser l'essence, tu dois absolument savoir que la bonne réponse dépend d'une variable que personne ne mentionne jamais. Plusieurs études du Department of Energy ont mesuré l'impact de la climatisation par rapport aux fenêtres ouvertes sur la consommation de carburant dans différentes conditions de vitesse et de température. Le résultat contredit exactement ce que la plupart des gens croient. À basse vitesse, en dessous de 60 km/h, en ville, dans les embouteillages, ouvrir les fenêtres et couper la climatisation réduit effectivement la consommation. Le compresseur de la clim ajoute une charge sur le moteur et à basse vitesse, cette charge est le facteur dominant. La résistance aérodynamique des fenêtres ouvertes, elle, reste minime parce que tu roules lentement. Mais à des vitesses supérieures à 80 km/h, l'équation s'inverse complètement. À ces vitesses, les fenêtres ouvertes créent une résistance aérodynamique qui dépasse largement le coût énergétique de la climatisation. Tu consommes plus en roulant en fenêtres ouvertes qu'en roulant avec la clim. L'étude du Department of Energy a mesuré sur des berlines compactes équivalentes à une Peugeot 308 ou une Renault Mégane que la climatisation en cycle partiel consomme moins que les fenêtres ouvertes sur autoroute. La règle japonaise, elle est simple à retenir. Ville à trafic leu, fenêtres ouvertes, clim coupée, route et autoroute, fenêtres fermées, clim allumée, mais avec un détail crucial que 90% des conducteurs ignorent. Tu dois absolument appuyer sur le bouton de recyclage de l'air. Ce bouton avec la petite flèche courbe à l'intérieur du véhicule, il était là pour une raison. Sans le recyclage, ton système de climatisation aspire en permanence de l'air chaud venu de l'extérieur. Il doit le refroidir en continu. Le compresseur travaille en permanence à pleine charge. Avec le recyclage, le système refroidit l'air qui est déjà frais dans ton habitacle. Le compresseur travaille par cycle court. La charge sur le moteur baisse de 15 à 20%. Ce bouton de recyclage que personne n'utilise, il peut te faire économiser entre 3 et 5% de carburant sur chaque trajet d'autoroute. Petit rappel quand même, le recyclage, tu l'actives une fois que tu es installé et que ta voiture a refroidi, pas au démarrage. Parce qu'au démarrage, il faut évacuer la chaleur emmagasinée et pour ça, il faut de l'air frais extérieur. 2 minutes en air extérieur pour chasser la chaleur. Puis tu passes en recyclage pour le reste du trajet. Et pour info, en hiver, c'est l'inverse. Tu chauffes avec l'air extérieur pendant 2 minutes pour éviter la condensation sur les vitres, puis tu peux passer en recyclage pour maintenir la chaleur plus efficacement. Celle-ci, c'est l'astuce qui génère le plus de résistance quand je l'explique à mes clients.
Parce qu'elle contredit directement ce que beaucoup ont appris sur l'entretien automobile, et parce que certains garagistes refusent encore d'appliquer les bonnes préconisations, par habitude ou par intérêt. La viscosité de l'huile a un impact direct sur la consommation. Une huile plus épaisse génère plus de friction interne entre les pièces du moteur. Le moteur travaille plus pour vaincre cette friction. Il consomme plus de carburant pour la même puissance fournie. C'est mécanique, c'est mesurable, c'est documenté. Au Japon, la quasi-totalité des conducteurs de Toyota, Honda et Nissan utilisent de l'huile 0 W20 synthétique intégrale. C'est ce que les constructeurs préconisent depuis plus de 10 ans sur tous les moteurs modernes à injection directe. En France, par culture, par habitude ou parce que certains garages écoulent de vieux stocks, beaucoup de conducteurs roulent encore avec du 5W30 voire du 10W40 sur des moteurs qui sont spécifiés pour du 0W20. La différence de consommation entre une huile 10W30 et une huile 0W20 sur un moteur moderne, elle est d'environ 2,4% selon des études de l'industrie automobile. Sur un conducteur qui fait 12 000 km par an, ça représente entre 20 et 30 euros. Pas énorme à première vue, mais c'est du pur gratuit. Tu paies la vidange de toute façon, autant mettre la bonne huile, et surtout, l'impact va bien au-delà de la consommation. L'huile moins épaisse circule plus vite au démarrage à froid. Dans les premières secondes, après que tu tournes la clé, elle arrive plus rapidement dans toutes les parties du moteur. Or, c'est précisément pendant ces premières secondes que se produit 80% de l'usure interne d'un moteur. Une huile 0 W20 sur un moteur qui la spécifie, ça prolonge sa durée de vie de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. La bonne référence, elle n'est pas dans le manuel de la voiture uniquement. Elle est imprimée sur le bouchon de remplissage d'huile sous ton capot. Tu ouvres le capot, tu regardes le bouchon jaune. Il y a écrit la viscosité recommandée. Si c'est marqué 0W20, tu utilises du 0W20 synthétique intégral. Si c'est marqué 5W30, tu utilises exactement ça. Pas ce que ton garagiste te recommande parce qu'il en a un bidon de 20 litres qui traîne depuis 6 mois. Ce qui est écrit sur le bouchon du moteur. Une vidange avec la bonne huile, sur la plupart des voitures récentes, ça coûte entre 60 et 90 euros. Tous les 15 000 km pour une conduite urbaine. 20 à 25 000 pour une conduite majoritairement routière. 6 astuces. Ensemble, elles peuvent te faire économiser entre 20 et 30% de carburant. Mais il y en a une dernière, celle que le taxi de Tokyo a mentionnée à la fin presque comme une évidence, celle qui m'a pris des années à comprendre vraiment. Et celle-là, elle te coûte probablement déjà de l'argent en ce moment même. On arrive à la numéro 1, celle que quasiment personne ne fait correctement. Presque tous les conducteurs font l'une de ces deux choses avec leur réservoir. Soit ils le laissent descendre jusqu'à la réserve, voire jusqu'au voyant jaune qui clignote, avant de refaire le plein. Soit ils remplissent à ras-bord, jusqu'à ce que le pistolet fasse clic, puis ils rajoutent encore 2 ou 3 petits coups pour qu'il soit bien plein. Les deux habitudes sont des erreurs. Et la deuxième est beaucoup plus grave que la première. Première erreur, rouler régulièrement avec le réservoir presque vide. La pompe à essence de ta voiture, quelle que soit la marque, elle est immergée à l'intérieur du réservoir. Elle baigne dans le carburant. Et ce carburant, il a 3 fonctions. Il fait tourner la pompe, il la refroidit et il la lubrifie. Quand tu roules régulièrement avec le niveau sur la réserve, la pompe travaille exposée à la chaleur, sans refroidissement suffisant et mal lubrifiée. Ça accélère son usure de façon spectaculaire. Une pompe à essence sur une voiture européenne, quand elle lâche, ça coûte entre 300 et 700 euros, pièces et main-d'œuvre. Et si tu tombes en panne sur l'autoroute, rajoute le dépannage. Les conducteurs qui roulent habituellement avec le réservoir bas ont une pompe à essence qui dure entre 30 et 40% moins longtemps que la normale. À 88 000 km, elle lâche au lieu de durer les 250 000 km qu'elle devrait faire. Deuxième erreur, remplir le réservoir au-delà du clic du pistolet. Et là, attention, parce que cette erreur a des conséquences que la plupart des gens ignorent complètement. Les réservoirs de carburant modernes, depuis les années 2000, sont équipés d'un système de contrôle des émissions par évaporation qu'on appelle EVAP. Ce système capture les vapeurs de carburant pour les empêcher de s'échapper dans l'atmosphère. Ça réduit la pollution et ça fait partie des normes Euro 5 et Euro 6. Une partie essentielle de ce système, c'est une valve anti-débordement. Elle est conçue pour laisser de l'espace d'expansion en haut du réservoir. Quand tu remplis au-delà du clic, avec des petits coups supplémentaires, cette valve se sature de carburant liquide et le système EVAP se contamine. Le résultat, à court terme, c'est une odeur persistante de carburant dans l'habitacle. À moyen terme, c'est un voyant moteur qui s'allume, code P 0455, grosse fuite d'émissions par évaporation.
Les garages facturent entre 600 et 2000 euros pour diagnostiquer et réparer une panne EVAP, parce que 9 fois sur 10, ils commencent par remplacer le bouchon de réservoir, puis les valves, puis le canister, puis parfois toute une partie du circuit. Alors que l'origine réelle, c'était juste que tu as trop rempli ton réservoir pendant des années. La règle japonaise, elle est très précise. Tu remplis quand ton niveau arrive au quart du réservoir. Pas plus bas, pas sur la réserve, au quart. Et tu arrêtes quand le pistolet fait clic la première fois, sans rajouter de coûts supplémentaires, sans essayer d'atteindre le chiffre rond sur l'écran. Clic, tu raccroches, tu paies, tu repars. Ce seul changement d'habitude, il protège ta pompe, il protège ton système EVAP et il a un bénéfice supplémentaire que personne ne mentionne. Un réservoir plein pèse entre 35 et 45 kg de plus qu'un réservoir à moitié. Le Department of Energy a mesuré que chaque 45 kg supplémentaires dans une voiture réduisent l'économie de carburant de 1 à 2%. Donc, rouler avec le réservoir entre un quart et trois quarts, c'est aussi plus léger. C'est aussi plus économique au kilomètre. C'est aussi plus sûr parce que la voiture freine mieux, accélère mieux, tient mieux la route. Une seule habitude qui change tout. Le taxi de Tokyo, celui dont je t'ai parlé au début de la vidéo, il n'a pas de voiture spéciale. Il n'a pas de carburant premium à 4 € le litre. Il n'a rien modifié sur son moteur. Il a juste ces 7 habitudes qu'il a apprises de son père, qui lui-même les a apprises du sien. Des habitudes qu'au Japon, on enseigne comme faisant partie du b.a.-ba de bien conduire. Des habitudes qu'en France, personne ne t'explique. Parce qu'aux stations-service, ça les arrange que tu ne les connaisses pas. Parce qu'au garage, ça les arrange que tu roules avec la mauvaise huile, que tu laisses ton filtre à air sans crasser, que tu roules avec le réservoir vide jusqu'à ce que ta pompe lâche. Voilà ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. L'économie de carburant de ta voiture, ce n'est pas le moteur qui la décide, c'est toi. Chacune de ces 7 astuces agit sur une variable différente. Le démarrage, la pression des pneus, le filtre à air, l'anticipation au volant, la climatisation, la viscosité de l'huile, le niveau du réservoir. Appliqués ensemble, leurs effets s'additionnent. 20 à 30% d'économie de carburant, ce n'est pas une promesse marketing. C'est de la mathématique. C'est documenté par le Department of Energy, par le PA, par l'ADEME, par 2 décennies de moteurs japonais qui passent chaque jour sur les ponts des garages. L'argent que tu économises sur ton carburant, tu ne le gagnes pas à la pompe. Tu le gagnes à chaque kilomètre que tu conduis différemment. 500 € par an, ça ne va peut-être pas changer ta vie. Mais sur 10 ans, c'est 5 000 €. Sur 20 ans, c'est 10 000 €. 10 000 € que tu auras laissés aux stations-service et au garage simplement parce qu'on ne t'a jamais expliqué ces 7 habitudes. Simplement parce que le système automobile français, comme beaucoup d'autres, préfère que tu restes un bon client qui paie trop cher, plutôt qu'un conducteur informé qui paie le juste prix. Le pouvoir, il est entre tes mains, littéralement, sur le volant, sur la pédale d'accélérateur, sur le pistolet à la pompe, sur le bouchon d'huile que tu peux ouvrir pour vérifier la préconisation, sur la trappe à carburant que tu peux consulter pour la bonne pression des pneus, 7 habitudes, 5 minutes par mois pour certaines. Rien du tout pour d'autres, juste de l'attention. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment ta voiture fonctionne vraiment et comment tu peux arrêter de payer pour rien à la pompe, abonne-toi à la chaîne. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais te révéler les 3 marques qui font semblant d'être économiques sur le papier et qui en réalité te coûtent une fortune en entretien au bout de 5 ans. Tu ne vas pas en croire tes yeux. À très vite sur Automalin.